Salut à toutes et à tous, c'est Anarchiked. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de No Running Corridors. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop long dans cette introduction. On va attaquer tout de suite le gras d'un premier film. Mais avant, laissez-moi tout de même vous rappeler que No Running Corridors est une émission qui s'acquitte de la lourde tâche de critiquer des courts-métrages, des moyens-métrages et des longs-métrages avec objectivité pour maître mot. Petite question dès à présent pour voir si vous suivez. Quoi de mieux que la critique d'un film expérimental pour démarrer sur les chapeaux de roue? La critique d'un chef-d'œuvre du cinéma expressionniste allemand. Tu penses à quelque chose en particulier? Le cabinet du docteur Caligari. Electroma est un film expérimental slash science-fiction slash... Attends, excuse-moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as donné ce nom ridicule à notre émission? Quand on parle de cinéma, généralement, on parle au sens large soit de l'art cinématographique, soit de l'industrie du cinéma. L'industrie du cinéma a comme plus gros acteur Hollywood. Hollywood, c'est un quartier de Los Angeles, ville se trouvant aux États-Unis, et dont le nom désigne par extension les studios de cinéma qui nous pondent des films depuis Hollywood. Oui, c'est une métonymie. Des États-Unis, moi j'aime la culture, plus précisément celle s'étendant des années 50 aux années 80. Et il y a un truc qui est super cool et vraiment fascinant dans cette grosse fourchette, c'est la sphère universitaire. Vous savez tous très bien de quoi je parle, sans même que j'ai à fournir une explication. C'est ça, ou encore ça. La sphère universitaire, ça a un putain de style. Bon, ça fait un peu kitsch aujourd'hui, d'accord, mais ça respire tellement la classe. Ça respire tellement la classe qu'aujourd'hui, le système et le style universitaire français s'inspirent d'elle. La plus belle histoire du monde, mesdames, c'est l'histoire d'un universitaire avec sa veste d'universitaire qui va au drive-in en Ford Mustang pour voir le dernier film de zombies à la mode, qui bécote sa copine et du coup ne regarde le film que d'un œil, poutre 2-3 gars dans le parking parce qu'ils ont formulé de maladroits compliments sur ses seins, et qui, le lendemain matin, pour éviter un sermon humiliant de la part du professeur de sciences mécontent qui ne l'a pas vu assister à son cours la veille parce qu'il était au drive-in, se met à courir dans les couloirs. Et là le prof généralement lui gueule en relevant sa moustache: ouais bah, on en reparlera, hein. Et puis, on court pas dans les couloirs, hein. No running in corridors. Je sens dans ce une pointe de scepticisme. Non mais le truc c'est que moi je pensais que t'allais nous sortir un truc du style ouais mais j'ai choisi ça parce que c'était joli, alors que c'est de la merde, on est d'accord. Donc Electroma est un long métrage dramatique et expérimental, un peu science-fiction et un peu road movie, qui est sorti le 21 mai 2006 pour les projections au Festival de Cannes et en salle le 24 mars 2007, soit 3 ans avant mon film préféré et aussi le film qui fera l'objet de la prochaine critique. A la réalisation, on compte deux personnages éminemment célèbres de la scène électronique française, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Christo, les Daft Punk, qui signent ici leur premier passage derrière la caméra. Alors oui, je sais, non, DFT A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes et Interstellar 5555, ça compte pas parce que déjà c'est pas réalisé par eux et puis c'est pas des vrais films, c'est des films sur leur univers musical. Tu nous les recommandes? Oui, mais j'ai pas vu Interstellar. J'ai vu les clips de l'album Discovery par contre. Parce que oui, Interstellar c'est un animé construit à partir des clips des morceaux de cet album. D'ailleurs je vous incite très fortement, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir celui de Harder, Better, Faster, Stronger, qui est certainement le tout meilleur des Daft Punk. Toujours sceptique? Pourquoi changer les bonnes habitudes? Bon, le film commence dans le désert californien. On fait la connaissance des deux personnages principaux, Casque d'or et Casque d'argent, deux robots qui conduisent une bagnole super chouette, une Ferrari 412 noire. Ces deux robots, voyez-vous, ont un rêve, celui de devenir humains. Bêtement, ils se dirigent vers une petite ville qui ressemble étrangement à Indépendance, puisqu'on y aperçoit l'Inyo County Courthouse, et qui est ici peuplée de robots. Ce qui amène au premier paradoxe du film. Casque d'or et Casque d'argent veulent devenir humains dans un monde où la seule forme de vie qui existe est robotique. Tous les habitants de la ville, je dis bien tous, sont des robots. Néanmoins, leur comportement n'est pas sans rappeler celui des humains. Ils se promènent, discutent, bricolent, lisent le journal, font du vélo, bouffent des glaces, jouent avec leurs gosses et même se marient. On comprend alors que tout se déroule dans une sorte de décalque de notre société, dans laquelle les individus ont tous la même forme, la différence n'existe pas, tout est uniformisé. C'est donc un décalque de la société asiatique? Ils se ressemblent tous. Si No Running Corridors était une émission à caractère humoristique, je te dirais probablement d'aller te faire foutre. Et ça, c'est une prétérition. Pourtant, un institut de recherche scientifique qui réalise des opérations visant à transformer les robots en humains tient ses portes grandes ouvertes dans la ville. Casque d'or et Casque d'argent y ont évidemment rendez-vous, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en réalité, tout ne va pas bien du tout. Visiblement, dans l'univers de ce film, devenir humain équivaut pour un robot à se faire appliquer une vieille prothèse dégueulasse en silicone directement sur le casque.
Moi personnellement, la connerie des autres ne me pose aucun problème tant qu'elle n'en est pas à me nuire directement. Ceci étant dit, petit détail, le silicone ça fond au soleil, et en Californie, quand le soleil tape, il ne fait pas semblant de taper. Si vous voulez mon avis, elles ont été fabriquées en Chine pour 1,80$ et importées aux US par cargo, donc ça ne m'étonne absolument pas qu'elles fondent, mais cela dit, je suis plutôt content qu'il en soit ainsi, parce que je n'aurais de toute façon pas supporté de les voir dans le cadre une seconde de plus. C'en est presque hilarant. Bon, là, je m'énerve un peu. Ok. On va essayer de reprendre tout depuis le début. La scène du laboratoire est géniale en tout point, sur le fond aussi bien que sur la forme. La réalisation nous balance un clair-obscur de toute beauté, les plans sont foutrement bien choisis, il y a de la géométrie, des reflets, des détails, rien à signaler de mauvais visuellement, bien au contraire. Le laboratoire est en cela presque parfait, comme s'il n'existait pas. Cela symbolise indéniablement l'accession au rêve ultime des deux héros, mais aussi l'illusion. Parce qu'à visage humain, ils ne récoltent que des regards critiques, des regards désapprobateurs. Les robots ne les acceptent pas sous leurs formes différentes. Mais si ce n'était que ça. Non seulement ils sont jugés, rejetés, mais ils sont aussi frappés de malchance avec le soleil qui endommage leurs prothèses. Ils s'aperçoivent alors qu'ils ne peuvent décidément pas devenir humains. S'ensuit du très classique, les robots se réunissent et décident de les chasser de la ville, portés dans leur élan par un dramatique miséréré à 9 voix. Le message est simple, si vous n'êtes pas comme nous, vous n'avez rien à faire ici. Grisaille et chagrin dans le cœur des hommes. Dans ces moments-là, seule la tristesse est féconde en grandes choses. Monsieur Renan te pisserait probablement dessus s'il entendait ça. Casque d'or et casque d'argent trouvent subséquemment refuge dans un bâtiment non loin de là et se débarrassent de leurs prothèses dans les chiottes du dit bâtiment. La scène est empreinte d'un dramatisme sublime, rythmé à coups de mélodies bouleversantes et de grésillements d'ampoules, et l'on devine que Casque d'argent, bien qu'il soit dénué de paroles comme tous les autres robots du film d'ailleurs, se sent un peu vide, désespéré, voire même complètement anéanti. Mais son ami Casque d'or est là, il l'encourage à relever la tête et ils décident de partir tous les deux à travers le désert, comme ils en sont venus. Je pense que je vais m'arrêter là, la dernière partie du film est très facilement spoilable et j'aimerais beaucoup que vous la découvriez par vous-même. Si t'as fini, j'ai une idée à te soumettre. Je t'écoute. Il faudrait que tu nous vomisses un pavé qui fasse office de conclusion. Et moi j'ai une autre idée. Et quelle est-elle ? Electroma est... Ah, mais t'es revenu! Electroma est un putain de bon film et je l'adore. Ok, j'ai certainement dû passer à côté d'un bon milliard de trucs en essayant de le résumer, mais je l'adore sincèrement. Déjà, d'un point de vue purement formel, il défonce la plupart des productions du même acabit, c'est-à-dire des films expérimentaux, sortis la même année comme par exemple Container de Lucas Moodysson pour ne citer que lui. Sa lenteur et sa plastique éthérée en font un véritable objet contemplatif, très agréable à l'œil, mais à l'oreille aussi, parce qu'il est sublimement sonorisé. La bande originale emprunte à toutes les époques et à tous les styles, accompagne assidûment la narration et donne de la voix aux personnages. Elle seule suffit d'ailleurs parfois à faire comprendre le propos, et c'est quand même incroyable comme performance quand on sait que les personnages restent parfois 5 pleines minutes à se regarder sans rien dire. J'ai évoqué plutôt dans la critique le premier paradoxe du film, voici le deuxième. Il a beau se révéler super froid, laconique et stérile par moments, c'est le long métrage le plus bavard que j'ai vu depuis que je m'intéresse de près au cinéma. Il a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à dire. Mais il ne décroche jamais un mot en 1h14. Je trouve ça fascinant. Electroma, c'est pas une gigantesque campagne de pub à l'effigie des Daft Punk comme on peut le lire parfois sur internet. Il s'adresse autant aux fans des Daft Punk qu'à la ménagère de moins de 50 ans. À mon sens, il est une expérience métaphysique qui soulève de vraies questions. Des questions aussi bien relatives à la fondamentalité de notre univers que des questions d'ordre plus général. Qu'est-ce qu'un être humain? Quelle est sa place dans la société? Est-ce un être idéal, un être auquel on peut rêver de ressembler? Ou encore, est-ce que tout ce qui est porté à notre regard est forcément réel? Et j'en passe et des meilleurs. Tout le monde peut trouver son compte dans ce film. Quelque chose d'intéressant à découvrir, ou à analyser pourquoi pas. Et son message est assez fort, je pense, pour émouvoir et attendrir. Donc voilà, je vous encourage très fortement à vous le procurer et à le regarder. Vous n'allez en aucun cas le regretter et perdre votre temps. Surtout qu'il est pas très long, ça va, il fait 1h14. Voilà, c'était le premier épisode de No Running Corridors. Et putain, c'était fatigant. On espère en tout cas que vous avez apprécié. La prochaine fois, Léonard et moi-même, on étudiera un nouveau film. D'ici là, portez-vous bien et élargissez votre culture cinématographique un maximum. Bisous. Batte de baseball.